Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Donc, vous serez capable, à la fin de ce cours, de pouvoir expliquer la démarche anatomie pathologique, de différencier les types de prélèvements qu'on reçoit dans le laboratoire d'anatomie pathologique, de connaître les principales techniques, en fait, un peu pour vous familiariser avec ce domaine-là, qui est nouveau pour vous, et comprendre un peu le vocabulaire, parce que vous serez amené en tant qu'expert, en tant qu'interne et résident, à rédiger ou bien à lire au moins des comptes rendus anatomie pathologique si vous ne faites pas cette spécialité. Alors, le plan qu'on va suivre, je pense qu'on ne va pas finir ce cours aujourd'hui, donc on va laisser des choses pour le prochain cours, ça va nous prendre 1 heure la prochaine fois. On va introduire et définir cette anatomie pathologique. On va voir quelques définitions, particulièrement la notion de lésion morphologique. On verra les différents types de prélèvements, parce que dans un laboratoire d'anatomie pathologique, il y a les prélèvements, ce n'est pas du sang, c'est des tissus, et il y a les techniques, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Mais tout ça, il va finir par un compte rendu, comme le compte rendu LSS, comme le compte rendu ionogramme. Vous aurez un compte rendu d'anatomie pathologique. Et ensuite, on verra ce qu'on va faire du matériel qu'on étudie dans le laboratoire. Alors, on va introduire cette discipline. Donc, je sais très bien que c'est votre premier contact avec cette discipline. Vous ne faites pas de stage malheureusement. Ça serait intéressant de faire des stages d'anatomie pathologique. Donc, c'est une discipline médicale. Donc, ce n'est pas une discipline de laboratoire réellement, c'est une discipline médicale parce que le médecin anatomopathologiste, il travaille avec le radiologue, avec le chirurgien, avec le gastro-entérologue, avec le pneumologue pour pouvoir donner des diagnostics. Donc, c'est une discipline qui s'intéresse à la reconnaissance des anomalies des tissus. Donc, tout tissu est normal, mais quand on a des anomalies, qui va nous dire qu'il y a ces anomalies, c'est l'anatomopathologiste, et ce fait en passant par différentes techniques. Donc, on va voir que la sémiologie anatomopathologique passe par 2 étapes. Il y a une étape de l'examen à l'œil nu, c'est l'étape macroscopique, et il y a une étape de l'examen au microscope. Donc, vous aurez un TP, et vous allez pouvoir manipuler un microscope et voir comment on travaille sur le microscope. Alors, donc la sémiologie, c'est vrai quand on parle de l'anatomie pathologique, on a souvent la réflexion de voir au microscope, c'est pas toujours le cas. Il y a des choses qu'on voit à l'œil nu, c'est de l'anatomie chirurgicale, et il y a des choses qu'on va voir au microscope. Donc, il y a 2 étapes essentielles, l'examen macroscopique et l'examen microscopique. Donc ça, c'est la technique classique dans un laboratoire d'anatomie pathologique, mais il y a des situations, on va les voir la prochaine fois, où on a besoin de techniques complémentaires, c'est ce qu'on va faire. Alors, quelques petits exemples pour vous montrer l'examen macroscopique, c'est de l'anatomie chirurgicale. Vous avez un foie normal, mais là, on a un foie qui n'est pas normal. Donc déjà, il y a des anomalies, on a des nodules qui sont jaunâtres. Ça, c'était un foie cirrhotique. Donc, on va l'analyser à l'œil nu. Ensuite, on va l'analyser au microscope pour pouvoir donner un diagnostic. Donc, de la même façon, vous avez là, on n'a plus l'organe en entier, mais on a fait des coupes. C'est-à-dire, dans un laboratoire d'anapath, on a un mini-bloc. C'est-à-dire, on fait de l'anatomie chirurgicale, nous aussi. Vous avez un foie normal, un foie de cirrhose, des petits nodules, et là, vous avez une tumeur, un cancer du foie. Donc, la pathologie tumorale, ça va être l'objet vu le sang en entier. Donc, ensuite, il y a l'examen microscopique. Donc, c'est l'observation au microscope. Et sur cet examen microscopique, on voit le tissu normal, mais aussi on voit le tissu anormal. Donc, le diagnostic anatomopathologique, il se base sur la comparaison du tissu normal par rapport au tissu anormal. C'est ça le diagnostic anatomopathologique. Bien sûr, ce qu'on voit anormal s'appelle des lésions.
Donc, on peut avoir des lésions inflammatoires. Ça va être le cours de la pathologie inflammatoire. On peut avoir des lésions d'adaptation cellulaire suite à des agressions. On peut avoir des lésions tumorales. Vous allez voir les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes qui sont synonymes de cancer. Donc, mais toujours en passe par ces différentes étapes. Alors, pour arriver à ces définitions, notamment la notion de lésion, donc on parle de lésion, c'est-à-dire une anomalie. Donc, une anomalie morphologique, bien sûr, qui intéresse le tissu et ou les cellules. Bien sûr, si ça intéresse les cellules, ça va intéresser le tissu, vu que le tissu est formé de cellules, qui vont être décelables par tout moyen d'observation, que ce soit macroscopique ou microscopique, ou bien des techniques complémentaires. Ça s'appelle les moyens de diagnostic. Et ces lésions, en fait, peuvent être synonymes de maladie. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être des synonymes de maladie, au même titre que les symptômes cliniques. Ça veut dire que vous avez un malade qui tousse, qui a une altération de l'état général, qui perd du poids. Vous faites un scanner, vous trouvez une tumeur. Vous faites l'examen anatomopathologique, vous trouvez un cancer. Donc, c'est ça que la démarche anatomopathologique s'inscrit dans le cadre de toute la démarche de la prise en charge des malades. Alors, il y a deux autres petites notions. La lésion élémentaire. Donc, c'est une altération simple et isolée. C'est-à-dire, en anatomie pathologique, on regroupe les anomalies, c'est-à-dire anomalies 1, 2, 3, 4. L'ensemble de ces anomalies font un diagnostic. Lorsqu'on a une seule anomalie, on l'appelle lésion élémentaire. Lorsqu'on a plusieurs anomalies, on va appeler ça ensemble lésionnel. Donc, c'est grâce à cet ensemble lésionnel qu'on peut faire un diagnostic, c'est-à-dire dire que ce malade a un cancer, ce malade a une tuberculose, ce malade, il a une maladie de Crohn, etc. Donc, c'est ça l'objectif, finalement, de l'examen anatomopathologique. Alors, il y a aussi une autre notion, c'est une lésion spécifique. On va voir ça dans le cours de la pathologie inflammatoire. Donc, on va appeler une lésion, quand on la regarde spécifique, lorsqu'elle prédit un diagnostic exact. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la tuberculose. On va voir l'aspect histologique, c'est des granulomes de cellules épithélioïdes et géantes avec de la nécrose caséeuse. Dès qu'on voit cet aspect, on dit égal tuberculose. C'est ce qu'on appelle lésion spécifique. C'est pas toujours le cas. Souvent, on a des lésions qui sont synonymes de plusieurs maladies, mais il y a certains qui sont vraiment spécifiques. Vraiment le cas de la tuberculose, où on est sûr, lorsqu'on trouve des granulomes faits de cellules épithélioïdes et géantes avec de la nécrose caséeuse, comme on va le voir, on peut dire qu'on est sur une tuberculose. Alors, quelques exemples aussi pour un peu expliquer ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez des résections pulmonaires ici, à gauche une pneumonectomie, là vous avez du foie, une résection hépatique, et vous voyez ces petits points blanchâtres. Donc, c'est ce qu'on appelle les miliaires tuberculeuses. Et à l'examen histologique, on a une lésion spécifique qui est le granulome de cellules allongées, épithélioïdes, de cellules géantes qui contiennent plusieurs noyaux avec de la nécrose caséeuse. Donc ça, c'est une lésion qui est vraiment spécifique. Donc bien sûr, si on veut décrire des anomalies, il faut connaître l'histologie normale. Donc, un médecin qui veut faire de l'anatomie pathologique, il doit connaître le tissu normal, c'est-à-dire, on prend l'exemple du foie, il faut connaître les hépatocytes normaux, les espaces forts, les canalicles biliaires. Ensuite, on voit qu'est-ce qui est anormal. Est-ce que les hépatocytes sont nombreux? Donc, c'est une tumeur. Est-ce qu'ils sont nombreux avec des cellules, des noyaux qui sont réguliers? C'est une tumeur bénigne. Est-ce qu'ils sont des noyaux anormaux? Donc, c'est un cancer. Est-ce qu'il y a de l'inflammation? Est-ce qu'il y a de la fibrose? Donc, c'est une cirrhose. Donc, il faut connaître l'histologie normale. Donc, même cette année et l'année prochaine, dans le cours de la naphate spéciale, quand vous allez voir les diagnostics d'organes, il faut connaître l'histologie normale avant de connaître l'anatomie pathologique. Et bien sûr, comme j'ai dit au départ,
le diagnostic anatomopathologique, il doit être fait, mais avec une concertation. C'est-à-dire, si on n'a pas vraiment de lésions spécifiques, quand on a les autres lésions qui ne sont pas spécifiques, il faut voir les signes cliniques, il faut voir les signes radiologiques, il faut voir les signes biologiques pour pouvoir donner un diagnostic. Donc, c'est ce qu'on appelle la concertation en anatomie pathologique. Alors, quel est le but de cet examen? Je pense que vous pouvez le deviner. Donc, on fait un diagnostic. Donc, on dit qu'il y a une anomalie des tissus ou bien des cellules. Et ces anomalies-là font former un diagnostic. C'est-à-dire, si on est sûr, comme la tuberculose, on dit que c'est un diagnostic sûr. Si c'est un cancer, on dit que c'est un cancer. Parfois, on peut juste orienter. On dit ça peut être ça ou ça ou ça, mais on ne peut pas confirmer tout le temps. Donc, on va apporter des éléments qui sont importants pour le pronostic. Moi, je parle dans mon domaine qui est la pathologie cancéreuse. Donc, quand on étudie des pièces opératoires, un estomac pour un cancer de l'estomac, un côlon pour un cancer du côlon, il y a des éléments que l'anatomopathologiiste doit apporter pour le pronostic du patient. Donc, c'est des éléments qui vont dire est-ce que ce patient a plus de risque de récidiver? Il a plus de risque de ne pas récidiver? Est-ce que la survie, elle va être prolongée? Est-ce que la survie va être courte? Il y a aussi des éléments anatomopathologiques qu'il faut donner pour le pronostic. Il y a aussi un grand intérêt à l'examen anatomopathologique pour le traitement. Donc, je parle toujours de mon domaine, c'est la pathologie cancéreuse. Donc, pour le traitement des cancers, on sait qu'il y a la chimiothérapie classique, la radiothérapie, mais il y a des traitements qu'on ne peut pas donner si on ne fait pas des tests. Et ces tests-là vont être faits dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Donc, je vais prendre un exemple du cancer du sein. Cancer du sein, on peut donner de l'hormonothérapie, des traitements par des hormones. Et si on ne fait pas le test qu'on peut donner cette hormonothérapie au niveau du laboratoire d'anatomie pathologique, on ne peut pas traiter ces patients-là et ça serait dommage. Donc, le but de l'examen anatomopathologique, c'est le diagnostic dans toutes les maladies confondues, que ce soit des maladies inflammatoires, des maladies dégénératives, des maladies vasculaires, des maladies tumorales. Mais dans la pathologie tumorale, ça vous allez le voir dans la dernière leçon, il y a un intérêt grand pour le pronostic et aussi pour le traitement de ces malades cancéreux. Alors, comment on va arriver à faire tout ça? C'est-à-dire comment on va donner le diagnostic, comment on va donner les éléments pronostiques et éventuellement thérapeutiques. Il y a des techniques qui se pratiquent dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Donc, avant de connaître ces techniques, il faut connaître les types de prélèvements. À quel moment vous aurez affaire à un laboratoire d'anatomie pathologique? C'est pas du sang, mais on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, dans ce type de prélèvement, il y a deux volets qui diffèrent selon le type du prélèvement, mais aussi selon le circuit technique. Donc, on a l'histopathologie quand vous faites des prélèvements de tissus, une biopsie de la peau, une biopsie de l'estomac, une biopsie de côlon. Ça s'appelle une technique histopathologique. Anatomie pathologique, ça s'appelle histopathologique. Quand vous prélevez des liquides, c'est-à-dire que vous avez le droit d'envoyer dans un laboratoire d'anatomie pathologique des liquides, ça s'appelle de la pas de la cytologie, parce que cytologie c'est normal, mais c'est de la cytopathologie. Donc pathologie pour tout ce qui est anormal. Et dans ce sens-là, on va voir dans les circuits techniques, on a un circuit des tissus et un circuit des cytologies. Donc il y a deux types de circuits. Il y a le circuit histopathologique et le circuit cytopathologique. Alors, on va commencer par les prélèvements de cytologie. Donc, vous êtes de garde, vous êtes externe, interne de garde, vous avez un malade qui fait de la cyte.
mais chez qui on connaît qu'il y a un cancer. Donc, il faut envoyer ce liquide d'acide dans un laboratoire d'anatomie pathologique, pas dans un laboratoire de bactériologie, parce que pour but, c'est de dire est-ce qu'il a une acide suite à son cancer ou pas. Donc, vous pouvez envoyer des liquides qui sont spontanément émis, des urines, des expectorations, des liquides qui viennent faire des drains en post-chirurgie. Vous pouvez envoyer des liquides par raclage, donc un exemple du frottis du polyutérin qu'on fait pour le dépistage du cancer du polyutérin. On sait très bien que pour faire le dépistage du cancer du polyutérin, on ne fait pas des biopsies, mais on fait des frottis. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Et ces frottis-là, c'est un raclage de la muqueuse cervicale par une spatule. Donc, on peut faire des ponctions à l'aiguille, des épanchements, un épanchement pleural, un épanchement d'acide. On peut faire même un examen anatomopathologique sur un liquide céphalorachidien. Ce n'est pas toujours une méningite, dans ce cas, c'est la bactérie, mais un malade qui a un cancer, par exemple, du sein, il fait des métastases cérébrales, il vous fait un tableau de méningite, il faut s'assurer que ce n'est pas une méningite suite à son cancer, c'est-à-dire que les cellules tumorales ont migré vers le liquide céphalorachidien. Donc, ce n'est pas un but bactériologique, mais c'est un but de chercher des cellules tumorales. Donc, on peut aussi, au moment de faire des biopsies, des organes humains, par exemple un ganglion, on peut fonctionner par une aiguille, ensuite faire une biopsie. La thyroïde, la cytofonction thyroïdienne est très fréquente quand on a un nodule de la thyroïde. Alors, toutes ces fonctions-là peuvent se faire soit à l'aveugle, soit de préférence par un guidage échographique. Donc, ça, on a résumé ici un peu l'ensemble des types de cellules qu'on peut recevoir, des types de liquides qu'on peut recevoir dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Vous avez les liquides spontanés, vous avez des raclages, notamment le frottis cervical dans le cancer du col utérin. Vous avez des fonctions de liquide, d'épanchement, comme une pleurésie, une acide, vous pouvez les envoyer dans le laboratoire d'anapath, ou bien de fonctions des organes ou de tumeurs. Ce que vous devez retenir, c'est quel est votre but quand vous fonctionnez ce liquide pleural. Si c'est un but infectieux, il faut l'envoyer dans un laboratoire de bactériologie. Si votre but et de faire la recherche de cellules tumorales, par exemple, il faut l'envoyer dans un laboratoire d'anapath. Parfois, vous pouvez faire les deux. Vous n'êtes pas sûr, il faut envoyer une partie en bactério et une partie dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Alors, quelques petits exemples. J'ai pris ici l'exemple du frottis. Vous avez un schéma où on a l'exocole, l'endocole. Donc, le but de frottis, c'est de faire un rattrapage de la muqueuse cervicale, à la fois endocervicale et exocervicale, par une spatule. Donc, c'est une synthèse qui est très rapide. Et ensuite, vous allez envoyer cette spatule dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Là, vous avez une masse du sein. C'est une image mammographique. En général, on ne fait plus de cytofonction des nodules du sein. Ça n'a aucun intérêt, sauf si c'est un kyste. Mais sinon, il faut faire que des biopsies. Donc là, c'était un kyste. On a fait une cytofonction de ce kyste-là. Vous avez par exemple ici un kyste du sein. Donc on fonctionne par une aiguille. Donc c'était un kyste qui est plein. On peut le fonctionner par une aiguille. Et tout ce liquide doit être envoyé dans le laboratoire d'anatomie pathologique. La cytofonction thyroïdienne aussi, elle est très fréquente dans la pratique. Donc, en général, elle va se faire par l'échographie. Donc, elle est échoguidée. Vous avez le nodule qui est là. Et on va rentrer une aiguille. On fait quelques mouvements de va-et-vient et on aspire le liquide de ce nodule. Donc, tous ces éléments-là doivent être envoyés dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Là, vous avez un nodule du foie, un nodule hépatique. Donc, on peut faire une fonction biopsie. Ça s'appelle fonction biopsie. Ça permet de prélever du liquide et aussi du tissu de ce nodule hépatique.
Alors, là, c'était en ce qui concerne les prélèvements cellulaires. Ensuite, on a les prélèvements tissulaires. Donc, on va voir et définir ce que c'est une biopsie, ce que c'est une biopsie exérèse, et on va voir les pièces opératoires. Ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais tout patient qui est opéré, quelle que soit la cause, une occlusion, une tumeur, même l'appendicite, il faut l'envoyer dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Auparavant, on entendait qu'il y a des patients qui jetaient les appendices, les vésicules biliaires. Malheureusement, il y avait des tumeurs et quand on ne fait pas le diagnostic, il y a des malades qui vont revenir après avec des métastases parce qu'on n'a pas fait l'analyse anatomopathologique de cet appendice qui paraissait normal, de cette litiage de la vésicule biliaire. Donc, en général, chaque pièce opératoire, c'est médico-légal, elle doit être adressée dans le laboratoire d'anapathie. Même pour une ingestion de caustique, c'est-à-dire une ingestion de diabète qui fait une brûlure de l'œsophage, si jamais on observe ce patient, il faut envoyer la pièce dans le laboratoire d'anatomie pathologique. Des appendicites, des vésicules biliaires. Ensuite, bien sûr, il y a les pièces de pathologie tumorale, que c'est obligatoire. Donc, on commence par les biopsies. Alors, qu'est-ce que c'est une biopsie? Donc, c'est un prélèvement de petits fragments d'un tissu. C'est un échantillonnage fait de petits fragments de tissu, soit un tissu superficiel, par exemple la peau, soit par exemple quand vous faites une fibroscopie bronchique, une fibroscopie gastrique, vous allez biopsier soit les bronches, soit l'estomac, soit le duodénum, etc. Et ça doit être pratiqué chez un sujet vivant, parce que la différence entre biopsie et autopsie, alors l'autopsie se fait lorsque le patient n'est pas vivant, alors que la biopsie se fait sur un être vivant. Alors la biopsie, elle peut être directe, comme la peau, une biopsie du col utérin, donc les muqueuses, qu'on peut regarder à l'œil nu. On peut faire ces biopsies-là par endoscopie, quand vous faites une fibroscopie gastrique, une colonoscopie, il faut obligatoirement faire des biopsies, même si vous ne retrouvez rien. Ça s'appelle des biopsies systématiques. Alors, comme tout à l'heure, pour des nodules du foie, on peut faire ce qu'on appelle les ponctions biopsies, c'est-à-dire à la fois de la cytologie et du prélèvement tissulaire. Et on a ce qu'on appelle des biopsies chirurgicales. Donc, la biopsie chirurgicale, en général, elle se fait dans un bloc opératoire, sous anesthésie locale ou générale. Le but de cette biopsie chirurgicale, c'est d'enlever presque la totalité d'une lésion. Donc, c'est en général des lésions de la peau, des lésions cutanées. On peut enlever et la lésion et un petit pourtour autour de la lésion. C'est ce qu'on appelle les biopsies exérèses. Ça peut être pratiqué aussi. Donc, retenez que les biopsies, c'est un prélèvement de petits fragments de tissu qui est pratiqué chez un sujet vivant, contrairement à l'autopsie, où on pratique les biopsies, ça s'appelle des autopsies, c'est un sujet qui n'est pas vivant. Et vous avez cette biopsie chirurgicale, bien la biopsie exérèse, qui enlève la totalité de la lésion avec une marge minimale de tissu. Alors, quelques exemples. Vous avez là un placard rouge au niveau de la peau. Donc, on peut faire la biopsie directe. Donc, par un dispositif qui permet d'avoir des petits fragments. On fait une fibroscopie digestive, on fait de la biopsie de l'encre, de fundus, on fait une biopsie duodénale. De la même façon, quand on fait une colonoscopie, on va faire des biopsies étagées du côlon, de l'iléon, etc. Alors, quand vous faites de la bronchoscopie, donc c'est une observation par un agrandissement au niveau des bronches, on va faire aussi des biopsies. Donc, c'est ça l'aspect un peu des biopsies. C'est des petits fragments qui font à peu près 5 mm pour chaque fragment. De préférence, avoir de grands fragments, mais la moyenne en général, c'est 4-5 mm. Donc, sur ces fragments-là, on peut regarder et on peut faire des diagnostics aussi. Alors, quand vous faites
les fonctions biopsie, en général, ce n'est pas des fragments, mais c'est des carottes. Donc, des carottes, comme leur nom l'indique, c'est des bouts de tissu qui sont allongés avec un diamètre qui est réduit. Ça s'appelle des carottes biopsiques. Mais en général, par voie fibroscopique, colonoscopique, au niveau cutané, au niveau du col utérin, on fait ce qu'on appelle des fragments biopsiques, comme ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 fragments. Donc, c'est ce qu'on appelle des petites biopsies. Vous avez là une lésion cutanée qui est noirâtre. Ça peut évoquer un cancer de la peau qu'on appelle le mélanome. Et donc, dans ces situations-là, on peut faire une biopsie exérèse. On enlève toute cette lésion avec une marge de peau normale qui est autour. Elle a un double intérêt. Ça va nous dire le diagnostic, mais aussi on peut guérir le patient en même temps. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, ça va se passer au bloc opératoire. On va enlever une losange, ou bien un losange, de tumeurs, plus de tissu qui est sain autour. Après, on fait on suture par des fils de suture. Ça s'appelle une biopsie exérèse. Alors, il faut dire, est-ce que c'est, quand on fait ces biopsies-là, est-ce que ils vont permettre de porter un diagnostic? Donc, comme j'ai dit, c'est des biopsies qui font 5 mm, voire 4 mm, parfois même 2 mm et 1 mm. Donc, la valeur de biopsie repose sur quoi? À quel moment? C'est-à-dire, cette valeur ne peut être déterminée que par le médecin anatomopathologiste. Elle va se baser sur la taille. Plus la taille des biopsies est grande, plus facile sera le diagnostic, c'est sûr. Donc, moins la taille, plus la taille est petite, le diagnostic va être plus difficile sur des petits fragments. Il faut savoir que la valeur se base sur le nombre aussi. Quand vous faites une seule biopsie de 4 mm, c'est pas la même façon si vous faites 7 de 4 mm. Donc, ça donne un espace plus grand pour poser un diagnostic. Alors, il faut savoir que la valeur repose aussi sur la zone où vous avez fait votre biopsie. Par exemple, vous faites une fibroscopie gastrique, vous trouvez un cancer de l'estomac, un cancer où on a de la nécrose. La nécrose, on va la voir, c'est des tissus qui sont morts. Si vous faites des biopsies au niveau de cette zone de nécrose, ça ne va pas aboutir à un diagnostic anatomopathologique correct. De la même façon, si vous trouvez une tumeur qui est hémorragique et vous prélevez au niveau de la zone de l'hémorragie, l'analyse va vous montrer que des globules rouges. Donc, il faut vraiment savoir où on prélève. Quand vous faites des biopsies, il faut éviter les zones de nécrose et il faut éviter les zones hémorragiques surtout. Il faut que ces biopsies-là soient de bonne qualité. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Il y a des chirurgiens qui enlèvent une tumeur cutanée par de l'électrocoagulation. L'électrocoagulation, ça brûle les tissus. Donc, si ça brûle les tissus, on ne peut pas analyser ce tissu-là. Donc, quand vous voulez faire de l'analyse anatomopathologique, il faut garder le tissu dans un état qui ressemble à l'état vivant. Il ne faut pas l'écraser non plus, il ne faut pas le brûler non plus. Donc, l'électrocoagulation aussi, elle peut altérer les tissus qu'on veut analyser dans un laboratoire d'anatomie pathologique. Et bien sûr, il faut que les biopsies soient repérées. Il y a des exemples qui sont faciles, mais il y a des exemples qui sont vraiment catastrophiques. Je prends deux exemples faciles. Si vous prélevez, par exemple, vous faites une fibroscopie gastrique et vous prélevez l'encre, le fundus et le duodénum, et vous dites pas, vous étiez à quel niveau, ça c'est pas très grave parce que le médecin anatomopathologiste, en connaissant l'histologie normale, il pourra savoir où est-ce qu'il est l'encre, où est-ce qu'il est le fundus et où est-ce qu'il est le duodénum. Si par exemple vous avez une patiente qui a deux nodules du sein, un nodule droit, un nodule gauche, il y a un cancéreux et l'autre qui n'est pas cancéreux. Vous faites des biopsies des deux nodules et vous ne les détectez pas. Il se peut que cette patiente, par erreur, on va aller lui enlever le sein qui n'est pas malade.
Donc, vraiment, la conséquence quand on n'éthique pas correctement les biopsies est grave. Donc, il faut, quand vous faites des biopsies, il faut savoir dire, vous étiez à quel niveau. C'est ce qu'on appelle repérer les biopsies. Donc, ça, c'est des conditions qui vont juger la qualité des biopsies que vous faites. C'est-à-dire, parfois, vous faites 10 biopsies, mais c'est des biopsies sur une zone de nécrose ou sur une zone d'hémorragie. L'anatomopathologiste, il va vous dire, je ne vois rien, je vois que de l'hémorragie. Donc, pour vous, vous avez fait beaucoup de biopsies, mais où est-ce que vous étiez quand vous avez fait ces biopsies? C'est ça. Il faut éviter ces zones de nécrose, les zones hémorragiques. De préférence, multiplier les biopsies. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Quand vous êtes sur une fibroscopie gastrique, vous voyez quelque chose d'anormal. Il n'y a pas de mal à faire 2, 3, 4 biopsies avant d'envoyer au laboratoire d'anatomie. Alors, à côté des biopsies XRS, on a les pièces opératoires. Donc, les pièces opératoires, comme leur nom l'indique, c'est enlever un organe ou bien une partie d'un organe. Donc, la définition d'une pièce opératoire, c'est d'enlever un organe ou ce segment d'organe. À titre thérapeutique, c'est vrai, il y a des situations où on peut faire des chirurgies à titre préventif. Il y a des situations, je pense que vous allez le voir l'année prochaine en pathologie d'oncologie médicale. Et bien sûr, l'examen anatomopathologique va faire le bilan de ce qu'il y a sur la pièce opératoire. Donc, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est de l'anatomie chirurgicale. Donc, il faut faire un examen à l'œil nu. Donc, c'est l'étape macroscopique. Ensuite, il y a une étape microscopique de l'observation au microscope. Alors, il faut savoir aussi que cette étape macroscopique, elle intéresse que les pièces, finalement. Parce que quand on fait des petites biopsies, on n'a pas réellement d'étape d'observation à l'œil nu. C'est des petits fragments, on n'a pas besoin d'aller les regarder, peut-être les mesurer. Mais vraiment, l'étape macroscopique réelle va se faire sur les pièces opérables. Alors, quelques exemples toujours. Vous avez là une gastrectomie totale. Donc, on fait aussi de l'anatomie chirurgicale. Vous avez la grande courbure, la petite courbure. Vous avez là le grand épiplan, le petit épiplan. Et là, vous avez un bout duodénal. Donc, c'est une gastrectomie totale élargie au duodénal. Donc, on reçoit ce type de pièce opératoire, surtout dans des cancers de l'estomac. On peut recevoir aussi ce qu'on appelle une gastrectomie 4/5e, c'est-à-dire on va enlever à ce niveau-là, avec une partie de la petite courbure, une partie de la grande courbure, une partie du grand épiplan et une partie du petit épiplan. Alors là, vous avez une pièce opératoire. C'est une hystérectomie. Là, vous avez un utérus. Vous avez le col utérin. La lumière utérine, elle est un peu déformée par ces formations blanches. Ça, c'est pas des formations normales, mais c'est des formations anormales. Vous allez les voir dans le cours de pathologie tumorale. C'est des tumeurs bénignes qu'on appelle les léomyomes utérins. Donc, c'est très fréquent chez la femme en préménopause. Et donc, on peut faire des hystérectomies pour ces tumeurs-là qui sont bénignes. Donc, vous voyez là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tumeurs. Là, vous avez une résection du côlon segmentaire. Donc, vous avez un bout de côlon qui fait peut-être 40 cm ici. Vous avez une tumeur au centre. Donc, elle est ulcérée. On a l'impression qu'on a 2 tumeurs. Donc, et là, vous avez la muqueuse conique normale. Quand on va analyser l'histologie, on va analyser toujours cette muqueuse normale. Donc, on va reconnaître le côlon normal. Et là, on va analyser, là, vous aurez un cancer du côlon. Et vous allez voir les caractéristiques du cancer du côlon dans le cours de pathologie tumorale. Alors, les autopsies, c'est vrai que ça fait 30-40 ans
ça se fait plus dans les laboratoires d'anatomie pathologique. Donc, les autopsies actuellement sont pratiquées par des médecins légistes. Auparavant, ça a été pratiqué par des médecins anatomopathologistes. Et donc, c'est ça, les autopsies, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'inverse des biopsies. Ça se fait à l'état non vivant. Donc, la différence entre biopsie et autopsie, la biopsie c'est à l'état vivant et l'autopsie ne se fait pas à l'état vivant. Donc, on a vu la notion de lésion. On a vu quelques définitions. On a vu le matériel d'étude anatomopathologique. Donc, on a vu les prélèvements cytopathologiques et on a vu les prélèvements d'histopathologiques, à savoir les biopsies exérèses et les pièces opératoires. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire de tout ça quand on le reçoit dans un laboratoire d'anatomie. Donc, comment on va travailler tout ça? Donc, il y aura deux circuits différents. Il y a le circuit de cyto et il y a le circuit d'histopathologie. Alors, avant de commencer le circuit, il faut savoir une notion très importante quand vous envoyez un prélèvement dans le laboratoire d'anapath. On ne va pas l'envoyer comme ça, mais on va l'envoyer avec ce qu'on appelle une fiche de renseignement. Donc, une fiche qui doit accompagner, comme un banc, c'est-à-dire le banc que vous écrivez pour une NFS ionogramme. Il y a aussi un banc qui est en général disponible dans tous les services. Et sur ce banc-là, il y a des données qu'il faut remplir. On l'a dit au départ, l'examen anatomopathologique, il se fait, mais avec les données cliniques, avec les données radiologiques, et bien sûr, on va rajouter les données anatomopathologiques. Donc, sur ce banc-là, vous allez remplir des données cliniques, c'est-à-dire un résumé de l'histoire clinique du patient. Vous allez donner un résumé des données radiologiques de votre patient. Et ensuite, vous allez mettre qu'est-ce que vous avez prélevé. Est-ce que c'est une cytologie? Est-ce que c'est une biopsie? Est-ce que c'est une biopsie exérèse? Et dans ce cas, il faut dire à quel niveau. Est-ce que c'est une biopsie cutanée, une biopsie de l'estomac? Ensuite, il faut dire si c'est une pièce. Est-ce que c'est une gastrectomie totale, la 5e, colectomie droite, une colectomie gauche? Tous les renseignements doivent être précisés sur ce banc-là. Ensuite, au niveau du laboratoire, il y a des étapes qu'on va suivre. Il y a une étape de réception et d'enregistrement. Il y a une étape technique obligatoire, donc avec la distinction de la technique de cytologie par rapport à la technique d'histologie. À la fin, il y aura un examen des lames au microscope, une rédaction d'un compte rendu, et ensuite, il y aura une étape d'archivage, donc on va voir ceci. Mais avant tout ça, il y a cette fiche de renseignement qui est très importante et obligatoire. Vous ne pouvez pas envoyer un prélèvement dans un laboratoire d'anatomie pathologique si vous ne mettez pas cette fiche-là. En général, il ne va pas être accepté, il va être refusé. Et donc, ces données-là sont très importantes parce qu'ils vont résumer l'histoire clinique, radiologique de votre patient. Donc, à côté des données, vous avez bien sûr l'identité du patient, nom et prénom, l'identité du médecin qui a fait ce prélèvement, les renseignements, donc les renseignements sur le siège du prélèvement, le type du prélèvement. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous faites par exemple une biopsie du col utérin? Vous pouvez dire comment est le col. Est-ce que le col est hémorragique? Est-ce qu'il y a une tumeur? Est-ce qu'il y a de l'inflammation rouge? Est-ce qu'il n'y a rien? Donc, il faut dire ce que vous avez vu avant de faire votre geste. Les renseignements cliniques, donc tout ce que vous avez comme renseignements cliniques, les antécédents du patient,
qu'il a une notion de tuberculose évolutive? Est-ce qu'il a une notion de cancer? Il faut donner aussi les antécédents du patient. Les données biologiques, si vous en avez, particulièrement dans les pathologies cancéreuses. Les données radiologiques, donc est-ce que vous avez fait un scanner? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous a montré ce scanner? Est-ce qu'il y a un cancer? Est-ce qu'il y a un abcès? Est-ce qu'il n'y a rien? Il faut dire ça. Et si le patient a des données anatomopathologiques antérieures, il faut le dire. Par exemple, un patient qui avait une biopsie de l'estomac, qui a parlé d'une gastrite ou bien qui a parlé d'un cancer de l'estomac, donc il faut le faire. Alors, ces fiches-là, en général, ils sont disponibles dans tous les services. Dès que vous faites un prélèvement, que ça soit un liquide de cytologie, que ça soit une biopsie ou bien une pièce opératoire, il faut remplir ces fiches. Vous avez la partie supérieure où on a l'identité de l'hôpital, le service qui a envoyé. Vous avez l'identité du patient, nom, prénom, numéro d'hospitalisation. Ce que vous avez prélevé, le tissu prélevé et la description de ce tissu prélevé, les données cliniques, c'est-à-dire l'histoire clinique du patient, les données radiologiques, les données anatomopathologiques antérieures. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'envoyer une fiche comme ça, une fiche vide. Ça, normalement, personnellement, dans notre service, on refuse d'accepter les prélèvements lorsqu'on a une fiche comme celle qui est de droite. Donc, une fiche vide où on n'a que le nom du patient, le nom du médecin, parfois même. Ça, en général, il ne faut pas l'accepter. Ce qu'il faut accepter, c'est ce qu'on appelle une fiche qui est bien remplie ou bien qui est dûment remplie. Alors, donc, une fois que vous avez fait ces fiches bien remplies, vous envoyez votre prélèvement. Donc, on verra les conditions d'envoi de ce prélèvement, comment vous allez l'envoyer. Mais une fois arrivé au niveau du laboratoire d'Anapac, il y a une étape très importante, c'est l'étape d'enregistrement. Donc, on va prendre le prélèvement que vous avez envoyé. On va lire la fiche que vous avez envoyée et on va donner un numéro, un code spécial pour ce prélèvement. Le code n'est pas le même que le numéro de dossier du patient. C'est un code qui est spécifique pour chaque laboratoire. Soit il commence par des lettres alphabétiques, ensuite des chiffres, soit par l'année en vigueur, ensuite des chiffres, soit carrément que des chiffres. Bien sûr, le 1er janvier de l'année, ça va être le premier chiffre de l'année. Et donc, chaque prélèvement, on lui attribue un numéro. Nous, au service, par exemple, on met INO pour Institut national d'oncologie, l'année 2021, le mois 10. Ensuite, il y a le numéro de série. Donc, à partir du premier jour de l'année, c'est 1, 2, 3, etc. Donc, ces numéros-là, ça se fait de deux façons. Soit ils sont transcrits à la main, donc c'est une façon très ancienne de donner ces codes, soit ils sont générés par des logiciels. Donc, actuellement, la majorité des laboratoires peuvent générer ces codes-là par des logiciels pour éviter de se tromper ou bien d'accorder le même numéro deux fois, c'est-à-dire sur deux prélèvements différents. Alors, là, c'est une étape qui vous intéresse aussi. C'est comment vous allez envoyer vos prélèvements. Dès que vous faites la biopsie, est-ce qu'il faut l'envoyer immédiatement? C'est ce qu'on appelle une biopsie à l'état frais. Vous faites une pièce opératoire, vous l'envoyez immédiatement ou pas. Donc, il y a deux façons de faire les choses. Soit vous l'envoyez immédiatement, et si immédiatement ne dépasse pas 1 heure, c'est important. Il ne faut pas dépasser 1 heure pour l'envoyer. Si vous êtes dans un hôpital, vous avez le laboratoire d'Anapac qui est proche, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, dès que vous faites votre biopsie, ou bien dès que vous opérez votre patient, vous allez l'envoyer immédiatement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acheminement à l'état frais. Il y a une notion importante aussi pour les cytologies. Toutes les cytologies doivent être envoyées à l'état frais. Donc, toutes les cytologies, que ce soit les fonctions d'organes, les fonctions de tumeurs, les liquides émis spontanément, sont envoyés à l'état frais.
Sinon, la deuxième façon de le faire, c'est la fixation. Donc, la fixation, c'est une étape importante, on va la voir tout de suite. Donc, la fixation, c'est de mettre cette biopsie ou bien cette pièce opératoire, sauf la cytologie, c'est-à-dire la cytologie, elle doit être envoyée impérativement à l'état. Pour les autres, vous pouvez les mettre dans un fixateur. En général, tous les services disposent de ces fixateurs. Le fixateur qu'on utilise, il s'appelle le formol tamponné. On va voir des détails après. Et donc, si vous faites votre biopsie dans le fixateur, il n'y a pas cette notion de temps qu'il faut respecter. C'est-à-dire, vous pouvez mettre la biopsie dans du fixateur et la laisser le temps que vous voulez jusqu'à ce que vous finissez, parfois jusqu'au lendemain. Ça ne pose pas de problème. Mais si vous ne mettez pas le fixateur, il faut que l'acheminement soit fait dans l'heure qui suit le prélèvement. Ça, c'est impératif. Pourquoi il faut faire dans une heure? Parce qu'en général, au niveau de l'organe, dès qu'on fait une interruption de la vascularisation, dès que vous faites votre biopsie, le tissu va rester normal pendant une heure, mais à partir presque de 30 minutes, il y a l'autolyse, c'est-à-dire la lyse spontanée qui va commencer. Donc, après l'analyse anatomopathologique, qui va être biaisée par cette cytolyse. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a deux façons d'envoyer vos prélèvements. Pour la cytologie, impérativement, il faut l'envoyer à l'état frais. Pour l'histologie, les biopsies, les pièces, vous avez deux façons. Soit à l'état frais, mais ne pas dépasser une heure, soit il faut mettre ce prélèvement dans un fixateur et on va voir ce fixateur. Alors, donc on va commencer les techniques par l'étude des cellules. Donc on a dit qu'il y a deux types de prélèvements, cytologique et histologique. Et là, on va commencer le circuit par la cytologie. Alors, comment on va analyser les liquides cytologiques? Donc, on va déjà les envoyer à l'état frais, c'est impératif, il faut les envoyer à l'état frais. Dans le laboratoire d'Anapat, donc il y a deux façons soit de faire. Soit on étale ce liquide, il y a une partie du liquide sur une lampe en verre. Donc, vous voyez la lampe en verre. Donc, vous mettez un petit peu de liquide et vous l'étalez sur une lampe. Ensuite, on va la colorer pour regarder au microscope. Soit on centrifuge le liquide, vous avez la par exemple des urines, on va les centrifuger et on va prendre le culot. Donc le culot de centrifugation, c'est celui qu'on va mettre sur une lampe et qu'on va colorer pour pouvoir regarder au microscope. Alors, il y a deux colorations qu'on utilise, ça c'est pas très intéressant pour vous. Donc, il y a la coloration MGG et la coloration de Papa-Nicolau pour colorer ces liquides-là. Alors, classiquement, la majorité des laboratoires font soit l'étalement sur une lampe, soit la centrifugation. Alors, il y a une troisième technique qui est de plus en plus pratiquée pour les liquides cytologiques, c'est la technique de cytologie en milieu liquide ou bien une technique de cytologie en monocouche. C'est quoi le principe de cette technique? C'est que le liquide cytologique que vous envoyez dans le laboratoire, il va être mis dans un liquide de conservation. Donc, ce liquide de conservation, il va conserver les cellules donc dans un état qui est normal. On va faire des techniques de dispersion, de séparation de ces cellules-là pour enlever tout ce qui est cellules inflammatoires, tout ce qui est globules rouges. Ensuite, on va l'étaler sur une lampe. Mais le liquide qui reste, c'est un liquide qui est très intéressant, sur lequel on peut faire des études supplémentaires par la suite. Et ça, c'est pas le cas pour la cytologie qu'on étale sur une lampe ou bien la cytologie qu'on étale par centrifugation. Donc, un exemple qui est très intéressant, c'est celui du col utérin. Quand vous faites un frottis du col utérin,
actuellement, le dépistage par frottis n'est pas suffisant, mais il faut faire un test, il faut rechercher le virus HPV pour dire est-ce que cette patiente elle a des risques de développer un cancer par la suite ou pas. Ce qui est intéressant, c'est ce liquide-là permet de chercher le test HPV par une technique de PCR. Donc, l'intérêt de cette cytologie en monocouche, c'est qu'elle permet d'étudier les cellules, mais aussi de faire des examens complémentaires qui vont servir le patient ou bien la patiente. Alors, donc voilà l'exemple d'un frottis. On fait beaucoup de cytologie en milieu liquide pour le frottis. Donc, on va faire la spatule qu'on a vu tout à l'heure. On va faire un raclage du col utérin. On met cette spatule ou la tête de spatule dans ce liquide de conservation. Il y a des étapes de dispersion qui permettent d'enlever les cellules inflammatoires et les globules rouges. On va attraper que les cellules épithéliales, c'est-à-dire les cellules de la muqueuse exocervicale, qui sont des cellules maculiennes, et les cellules de la muqueuse endocervicale qu'on va mettre sur une lame, qu'on va observer au microscope. Ensuite, sur ce liquide-là, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de la recherche test HPV, on peut faire des techniques complémentaires. C'est ça le grand avantage de cette cytologie en milieu liquide. Alors, il faut savoir que la cytologie en général, elle est facile. C'est-à-dire, vous l'avez vu, la cytologie, vous prenez le liquide pardon, étalement sur une lame, coloration, c'est très rapide. Si on veut mettre étalement coloration, ça va prendre même pas 15 minutes. Contrairement, bien sûr, à la cytologie en milieu liquide qui prend beaucoup plus de temps. Mais en général, la technique de cytologie, parce que tout à l'heure, on va voir la technique d'histologie, la technique de cytologie, elle est facile, quelle que soit la technique classique ou en milieu liquide. Sur la lame, on va observer que des cellules, c'est-à-dire le but de l'examen cytopathologique, comme son nom l'indique, c'est de voir les cellules. On va pas voir les tissus, c'est-à-dire les tissus sont faits de muqueuses, ils sont faits de chorion, mais là on va voir que les cellules, c'est-à-dire on va analyser que des cellules. Il y a des exemples par la suite. Alors il faut savoir aussi que l'intérêt de la cytologie, c'est surtout le dépistage. En général, le diagnostic sur cytologie, il n'est pas très sûr sur une cytologie. Il faut toujours passer par une biopsie pour confirmer. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Pour, par exemple, un dépistage du cancer du col utérin, le dépistage, ça sous-entend automatiquement des femmes qui n'ont rien, qui vont venir pour voir est-ce qu'elles ont des lésions qui peuvent évoluer vers un cancer ou bien elles n'ont rien. Donc, ça s'appelle le dépistage. Par contre, si vous avez une tumeur au niveau du foie sur un scanner, on vous dit que ça peut être un cancer, vous faites la cytologie, il y a des cellules qui ne sont pas gentilles, on ne peut pas confirmer que c'est un cancer, il faut obligatoirement faire une biopsie. Donc, ça revient à dire que la cytologie, elle peut orienter les diagnostics, mais la confirmation, elle est histologique obligatoire. Par contre, pour les dépistages, il suffit, c'est-à-dire la cytologie, elle peut suffire pour le dépistage, notamment du cancer du col utérin. Alors, voilà ce qu'on voit. Tout ce qu'on a raconté, c'est ça. Donc, soit vous êtes allé sur une lame, soit vous faites de la centrifugation, soit vous faites une cytologie en milieu liquide. Ce que vous voyez, c'est des cellules. Donc là, sur l'image de droite, moi c'est droit. Sur cette image-là, vous avez des noyaux, des cytoplasmes qu'on n'arrive pas à trop voir. Mais tout ce que vous voyez en bleu, c'est des noyaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait au microscope? On regarde ces noyaux-là, on dit est-ce qu'ils sont des noyaux petits, comme un noyau normal? Est-ce qu'ils sont des noyaux grands? Et lorsqu'ils sont grands, est-ce qu'ils sont grands d'une façon anormale? Ou bien ils sont grands d'une façon normale? Donc, c'est ça l'objectif, d'analyser ces cellules-là. Donc, je vais prendre, je pense, un exemple. Ici, vous avez des cellules normales du frottis. Vous avez les cellules maculiennes,
qui sont des cellules grandes avec un noyau central. Donc, vous avez le cytoplasme ici en vert, le noyau il est en bleu. Là, vous avez les cellules de l'endocole. C'est des petites cellules qui sont accolées l'une à l'autre. Alors ça, ce qui est normal. Par exemple, sur un microtype anormal, on peut faire cet exercice-là pour comparer. Alors, vous avez là des cellules normales, noyau central. Là, vous avez les mêmes cellules qui ont un noyau grand. Là, c'est pas normal. Ils sont grands. Leur taille est très grande par rapport à un noyau normal. Là, il faut dire attention. Peut-être cette patiente, elle a un cancer, par exemple. Vous voyez ici, de la même façon, là, vous avez une cellule où on a 3 noyaux. C'est pas normal. Et ces 3 noyaux, ils sont grands par rapport à un noyau normal qui est sur la première image de tout à l'heure. Donc là aussi, vous avez des cellules qui ont des noyaux de grosse taille. Donc c'est comme ça qu'on analyse les cellules. On dit est-ce que c'est normal ou pas. Et quand on dit que c'est pas normal, il faut dire c'est quel degré d'anomalie. Donc c'est ça le but de l'examen cytologique.